Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des logiciels de transcription assistée par ordinateur. Donc, ce sont les logiciels qui décryptent les frappes des sténotypistes, qui transcrivent ça en mots lisibles par tous. Et aujourd'hui, donc, pour nous parler de ce sujet un petit peu technique, j'ai avec moi un expert qui s'appelle Kiss Vincent, qui est avec nous depuis Houston, au Texas. Bonjour Kiss. Bonjour Julien. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer ton parcours, voilà, depuis combien de Ok. temps est-ce que tu travailles, puisque tu es sténotypiste toi-même, c'est ça? Oui, je suis sténotypiste à Houston depuis 1992, donc ça fait presque 30 ans. Et normalement, je travaille plutôt dans ce qu'on appelle des dépositions. Donc, c'est plutôt dans le monde judiciaire. Donc, les avocats qui préparent à se présenter devant un tribunal. Il prend le témoignage des personnes donc c'est peut-être un système qui est tout à fait américain. Je crois que chez toi, c'est plutôt un métier de sténotypiste de conférence, peut-être des arbitrages de temps en temps. C'est Moi, ça. je ne suis pas sténotypiste dans une cour spéciale, dans un tribunal. Pour moi, c'est plutôt ce qu'on appelle freelance, des dépositions et aussi des arbitrages. C'est surtout ça. D'accord, principalement, ok. Depuis combien de temps tu travailles notamment avec Eclipse, qui est un petit peu ton logiciel En de fait, prédilection? oui, en fait, ça a commencé presque au même temps. Donc, quand j'étais vers la fin de ma formation en école, j'avais acheté un logiciel qui s'appelle ProCAD. Je l'avais utilisé pendant un an. Et j'ai trouvé qu'il y avait certains avantages, mais j'en avais entendu parler d'Eclipse. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment euh, émerveillé et je l'ai acheté. Je l'utilise depuis ce temps-là. Et il se trouve que mes parents habitaient tout près de la ville où cette société se trouvait. Donc, c'était très facile d'aller voir mes parents et en même temps de passer une semaine à travailler avec le programmateur. C'est comme ça que cette relation entre moi et le programmateur s'est créée et évidemment s'est développée depuis ce temps-là, presque 30 ans déjà. D'accord. Et, Ouais. euh, et alors, peut-être que les gens qui nous écoutent doivent se dire, mais il est à Houston, au Texas, mais il parle très bien français. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer aussi ton rapport avec la langue française et aussi l'arrivée d'Eclipse en France? Oui, bien que j'habite à Houston, je suis plutôt de Louisiane. Donc, je suis un Acadien, ou comme on dit en Louisiane, un Cajun. C'est-à-dire que quand j'étais bébé, c'était mes grands-parents qui ne parlaient pas tellement anglais, qui faisaient le babysitting. Et c'est comme ça que j'ai appris le français, au moins D'accord. à le comprendre. Et j'ai eu de la chance d'avoir une bourse pour étudier au Centre international d'études françaises à Angers pendant un an. Donc, c'était 71 à 72, ça fait déjà très longtemps, mais ça m'a beaucoup marqué et ça m'a permis d'améliorer mon français. Et par après, j'ai eu la possibilité d'étudier à Louvain, en Belgique, pendant plusieurs années. Donc, c'est comme ça que j'ai pu vraiment améliorer mon français et par après, évidemment, ça a été très utile quand Eclipse s'est lancé plutôt dans le monde francophone. Il y avait déjà le Sénat au Canada qui utilisait Eclipse et par la suite, il y avait la Cour internationale pénale à La Haye qui voulait utiliser Eclipse. Et c'est vraiment à ce moment-là que moi, je suis entré dans le développement du français, d'Eclipse pour le français, de son personnalisation, de son adaptation aux besoins de nos utilisateurs francophones. Ça fait donc déjà 14 ans, ça fait beaucoup de travail. Ouais. D'accord. Du coup, combien d'utilisateurs aujourd'hui utilisent Eclipse, enfin que ce soit des anglophones ou des francophones? Parce que je sais pas si Euh, tu as les chiffres. Évidemment, c'est surtout dans le monde anglophone, mais c'est pas limité au monde anglophone. Donc, évidemment, il y a des francophones, il y a des espagnols, il y a même des portugais. On a quelques utilisateurs hongrois. Il y a même un effort d'utiliser Eclipse en Russie. Donc, c'est un logiciel qui veut s'adapter aux besoins de gens d'un peu partout.
Mais évidemment, la grosse majorité, plus que la majorité, c'est dans le monde anglophone. Je crois qu'on a entre 15 000 et 20 000 utilisateurs, mais c'est un peu difficile à dire parce que nous sommes très conservateurs dans la manière dont nous comptons des utilisateurs. Donc, si par exemple, il y a une cour qui a 25 ou 30 utilisateurs, je crois qu'on considère ça une installation. Donc, nous parlons peut-être plutôt d'installation que d'utilisateurs individuels. Donc, je crois que c'est entre 15 000 et 20 000, mais ça, c'est peut-être un chiffre un peu déjà vieux. Oui. On nous dit qu'on est parmi les plus grands logiciels de transcription par ordinateur. Oui. D'accord. En France, donc comme tu le sais, l'école Grandjean a arrêté de développer son propre logiciel Tiro. Oui. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les sténotypistes se posent de plus en plus la question vers quoi se tourner. Voilà, en tant que sténotypiste, tu as eu ces relations avec le programmateur d'Eclipse, tu as travaillé du coup à l'international et aussi beaucoup au développement du logiciel en français. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la philosophie du logiciel? Pour qui, en fait, ce logiciel a été pensé et organisé? OK, donc notre logiciel, c'est surtout pour les sténotypistes, mais évidemment, on a aussi d'autres utilisateurs. Donc, on a des utilisateurs qui utilisent la reconnaissance vocale. Donc, ça, c'était déjà un autre métier, une autre méthode pour la préparation des transcripts. Donc, on a un certain nombre d'utilisateurs qui utilisent notre logiciel qui est adopté à la reconnaissance vocale. Et ça, cette version d'Eclipse, on appelle Eclipse Vox, V-O-X, le mot latin pour la voix. Donc, nous essayons de répondre aux besoins d'un marché assez vaste. Donc, évidemment, c'est dans le monde judiciaire. Il y a des gens qui utilisent la reconnaissance vocale. Il y a des gens qui font du sous-titrage encodé pour les émissions de télévision. Il y a aussi des gens qui font ce qu'on appelle carte. Carte, c'est-à-dire qu'on utilise notre logiciel pour les malentendants. Donc, il y a un sténotypiste ou une sténotypiste qui écoute ce qui se dit et qui écrit à la machine. Les mots sont traduits instantanément en texte et ce texte est affiché soit sur un deuxième écran qui est devant le malentendant, ou bien peut-être projeté. Donc, il se trouve de temps en temps qu'il y a des conférences. Il y a un gros écran qui est mis derrière l'estrade pour les discours qui vont se présenter. Et pendant que la personne parle, il y a le texte qui est affiché avec quelques secondes de délai. Donc, ça permet aux malentendants de participer. Nous avons même la possibilité de transmettre en temps réel du texte qui serait écrit dans une langue et traduit dans une autre. Je trouve ça merveilleux. Moi, j'ai vu cette technologie-là en œuvre à Intersteno l'année dernière. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Et effectivement, voilà, on pouvait switcher entre n'importe quelle langue, français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais. Enfin, c'était quand même très très réactif, j'avais trouvé. Oui. Et c'était tapé en anglais. Et après, Oui. voilà, on avait juste à choisir sa langue et c'était vraiment bluffant, très rapide. Donc, c'était pour donner un petit aperçu d'une variété de possibilités qui nous sont disponibles. Ça me laisse la possibilité de dire que si vous ne connaissez pas la sténotypie, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne où j'explique un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que c'est que cette technologie, à quoi est-ce qu'elle sert et comment elle fonctionne. Du coup, on va passer peut-être à la deuxième partie après la présentation. Ça serait rentrer vraiment dans le cœur du logiciel, que tu nous présentes un petit peu, voilà, les dictionnaires, le fonctionnement général du système de transcription en fait d'Eclipse. Voici l'environnement qui s'affiche quand Eclipse est lancé. Et ici en haut, vous avez une barre d'icônes et le fichier le plus important pour n'importe quel système de transcription assisté par ordinateur, système TAO, c'est le dictionnaire. C'est ce qui permet
le logiciel de comprendre ce que veut dire les sténogrammes. Donc, je vais vous montrer le dictionnaire. Et en fait, ce dictionnaire vient de Julien lui-même. Il me l'a donné pour que je puisse l'étudier, le raffiner, le préparer pour que ce soit donné aux étudiants à l'école. Et un dictionnaire d'un système TAO contient des milliers d'entrées. Celui-ci contient plus de 60 000 entrées. C'est déjà une bonne base comme point de départ. Et il y a deux champs. Donc, évidemment, il y a le champ sténogramme. Donc, tout ce qui est ici, ce sont les frappes. Donc, ici, prima facie, c'est composé de quatre frappes. Prima, fa et sie. Donc, ces quatre frappes, ça veut dire prima facie. Et en plus, il y a des petits éléments de syntaxe qui veut dire ça, on le met en italique et après, on retourne à la police normale. Donc, c'est un dictionnaire. Ça veut dire que ces sténogrammes, qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, vous avez les sténogrammes. D'autre côté, vous avez le texte qui correspond. Donc, ça, c'est vraiment le fichier le plus essentiel de n'importe quel logiciel. Sans dictionnaire, vous n'avez pas vraiment la possibilité de faire grand-chose. On peut quand même deviner de temps en temps ce que vous avez voulu écrire, même en faisant des fautes de temps en temps, parce qu'évidemment, ça va à une telle vitesse que c'est presque impossible d'écrire parfaitement. Tous, nous faisons des fautes et une des grandes capacités de notre logiciel, c'est de comprendre les fautes. Donc ici, évidemment, ça aurait dû être V-O-U-L-E-Z. Ça, c'est quand même assez facile à faire parce que c'est dit à une telle vitesse que le sténotypiste ou la sténotypiste, parfois, en essayant d'écrire une combinaison de touches, il y a un petit effleurement ou peut-être un chevauchement qui fait que une des touches manque. Et ça veut dire autre chose. Donc, un de nos points forts, c'est que nous pouvons regarder la sortie et dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Et poser une question. Est-ce que c'était interrogatif? Si en fait, c'était interrogatif, l'utilisateur n'a que choisir le choix numéro 4 à gauche et ça le change pour que ce soit correct. Donc, un de nos points forts, c'est que notre logiciel essaye de considérer la grammaire française et donc d'ajouter les terminaisons qui sont correctes selon le contexte grammatical. Alors moi, j'avais noté quelques petites, grosses même différences en fait entre Tiro que j'utilisais avant d'utiliser Eclipse et Eclipse. Et bah voilà, c'est ce que tu es en train de montrer. Donc on voit sur la gauche en fait qu'on a plusieurs propositions. Pour ceux qui n'ont jamais vu Eclipse, c'est des propositions automatiques que fait le logiciel. Et en gros, on a des raccourcis clavier. Donc si on va sur voulez, vous et qu'on appuie sur 4, en gros, il change la terminaison en EZ. Et en fait, il y a pas mal de raccourcis comme ça. Il y a même beaucoup de raccourcis sur Eclipse, je trouve, qui permettent comme ça de corriger vraiment très vite. Je trouve que c'est vraiment un logiciel qui est fait pour le direct principalement et pour la correction aussi en temps réel. Oui, en fait, ça a toujours été une des marques de notre logiciel, que c'était conçu pour le direct, pour la transcription en temps réel. Et en plus, nous sommes vraiment obsédés par la correction efficace du texte. Parce que un logiciel comme le nôtre n'est pas du tout comme Microsoft Word ou d'autres logiciels de traitement du texte. Notre texte, en fait, ça a déjà été créé par le sténotypiste. Donc, toi, quand tu écris au clavier Grand Jean, tu écris le texte. Le texte existe déjà. Donc, c'est pas comme Word où on commence avec une page vierge et on compose quelque chose. Le texte a déjà été composé par la personne qui a parlé. Le texte existe. Donc, pour nous, on veut que le texte sorte d'une façon correcte, grammaticalement. Et en plus, s'il y a des changements à faire, que ça puisse être fait
avec un maximum d'efficacité, avec un minimum de démarches nécessaires. Donc, ici, avec cet exemple de voulez-vous, si ça aurait été Microsoft Word, ça aurait été nécessaire de déplacer le curseur vers la fin du mot, d'enlever AIT et ensuite d'insérer EZ plus le tiret. Alors nous, on dit c'est quand même une sorte de correction qui revient assez souvent. Pourquoi pas automatiser cette correction et faciliter au maximum qu'avec une seule touche ou un petit raccourci ou pour peut-être une proposition qui serait sélectionnée de la liste à gauche, que ce soit instantanément corrigé avec une seule démarche au lieu de plusieurs démarches. Donc, il faut d'abord comprendre que ce n'est pas du tout comme Microsoft Word. C'est autre chose. C'est un logiciel qui est vraiment optimisé pour le travail que nous, on fait en tant que sténotypiste. Mais alors, il y a quelque chose dans ce que tu viens de dire qui me paraît un petit peu antinomique, c'est-à-dire que à la fois c'est un logiciel qui est fait pour du temps réel, pour du direct à afficher, et à la fois il a besoin de sortir la meilleure qualité possible et tout de suite comprendre le sens de la phrase en fait pour pouvoir faire ses accords comme il faut. Donc comment est-ce que ça a été pensé à ce niveau-là? J'imagine que justement ce côté raccourci clavier pour corriger rapidement, ça a été fait pour ça, je pense. Oui, c'est ça. Donc, on avait commencé à parler de dictionnaire. Et une des grandes différences entre notre système et les systèmes classiques français, si j'ai bien compris, et évidemment toi, en tant qu'ancien utilisateur d'un système français, notamment Tiro, je crois, tu peux me dire si c'est correct ou non, mais nous, quand on ajoute à notre dictionnaire, on n'ajoute qu'une seule forme du verbe. Donc, pour tous les verbes qui se prononcent « et », donc les verbes du premier groupe, comme « donner », ce qu'on entre dans le dictionnaire, c'est le participe passé singulier masculin. Et notre système est doté d'une base de données grammaticales, plus de 200 000 entrées qui sont tous catégorisées. Donc, cette entrée à elle seule, donne la possibilité d'obtenir 8 autres formes homophones selon le contexte grammatical. Donc, dans le dictionnaire, on a donné, comme j'ai montré, mais si c'était il, elle, ont donné, le système enlèverait le E accent aigu et il mettrait plutôt AIT. Si c'était vous donnez, il enlèverait le E accent aigu et il mettrait EZ. Si c'était ils vont donner, il le mettrait à l'infinitif. Donc, puisqu'on a cette base de données grammaticales, ça nous permet de suivre le sens de la phrase et de voir est-ce que c'est la première personne, deuxième personne, troisième personne, singulier, pluriel, masculin, féminin, et donc de changer les mots qui sont dans le dictionnaire dans une forme très simple, de les changer selon le contexte grammatical. Juste pour faire une petite comparaison, c'est vrai que sur Tiro, en fait, quand on rentre un nouveau mot, il faut le classer. Enfin, le mettre dans une classe grammaticale, dire si c'est un adverbe, si c'est un nom, si c'est voilà, et le mettre dans un dictionnaire particulier. Mais alors du coup, on n'a pas du tout ça dans Eclipse. C'est-à-dire que dans Eclipse, on a un seul dictionnaire. C'est ça. Le dictionnaire de base pour Tiro est verrouillé, donc on ne peut pas y toucher. Donc c'est bien conçu, c'est bien développé, mais on ne peut pas y toucher. Donc, on a d'autres dictionnaires à part, que ce soit pour les noms géographiques, les noms propres, la ponctuation, les nombres. Donc, 4 ou 5, 6 dictionnaires plus petits. Plus on a des dictionnaires de clients avec des noms spéciaux pour des travaux spéciaux. Donc, si par exemple tu as client Air France, tu as un tas de mots et de noms qui sont propres aux réunions d'Air France. Nous, avec Eclipse, on a tendance plutôt à utiliser deux dictionnaires. Le dictionnaire général, qui contient l'équivalent de plusieurs dictionnaires, si ça aurait été Tiro ou Stentor, et un dictionnaire de clients. Évidemment, on peut avoir plusieurs dictionnaires si c'est désiré, mais normalement, 2 dictionnaires nous suffit. Le dictionnaire général, qui s'utilise tout le temps, et un dictionnaire de clients ou un dictionnaire de travail qui change de document en document. Je ne sais pas si c'était bien expliqué ou non. Mais... Si, c'est clair, il y a un dictionnaire principal et un dictionnaire client. Oui.
Voilà, Et on évidemment, pourra changer à chaque fois en fonction du client. Tout à fait. et sans dictionnaire, on ne peut pas travailler. Hein. Ah Il oui, faut oui. absolument, c'est le dictionnaire qui permet le système de comprendre les sténogrammes, Mhm. de comprendre la sténotypie. Un autre avantage avec Eclipse, c'est que si on veut ajouter un entrée, c'est très facile. À tout moment, on peut ajouter très facilement et très rapidement. Donc, disons que donateur n'était pas dans mon dictionnaire. Évidemment, il y est. Ça a déjà fait partie de ce dictionnaire. Mais disons que ça manquait. C'était simplement pour donner un petit exemple. Je pourrais utiliser le raccourci CTRL-D comme dictionnaire. À ce moment-là, ce dialogue s'ouvre. Je pourrais indiquer les sténogrammes sur mon clavier d'ordinateur Mhm. et ensuite, j'indique ce que ça veut dire. Et je mets donateur au singulier. Et s'il est nécessaire qu'Eclipse le change au pluriel selon le contexte grammatical, il va ajouter le S. Une grosse inquiétude que j'entends beaucoup de la part de mes collègues sténotypistes qui justement aujourd'hui utilisent Tiro et qui aimeraient passer à Eclipse ou autre, mais qui ont peur justement de ce côté, comme tu disais tout à l'heure, que les dictionnaires Tiro étaient assez fermés, de pas pouvoir les passer sur un autre logiciel et d'avoir à recommencer tout leur travail de conception de dictionnaire. Oui. En fait, donc, au point de vue dictionnaire de base, on a un bon équivalent qui permet de ne pas avoir à construire un dictionnaire de base complètement à partir de zéro. Donc, comme point de départ, je crois que c'est bon, d'après les tests que j'ai faits. Et tout récemment, on vient de découvrir une méthode pour convertir les dictionnaires de clients. J'admets que c'est pas ultra rapide, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc, si c'était moi et que j'avais plusieurs dictionnaires de clients que j'avais développés au cours des années, au lieu de me préoccuper à les convertir tous au départ, je choisirais les plus importants et je ferais ce travail d'export, de Tiro et conversion à dictionnaire d'Eclipse. Mais euh, les bonnes nouvelles, c'est que je pensais que c'était impossible et maintenant je me suis rendu compte que, en fait, c'est possible. Avec un peu D'accord. de travail, mais une fois le travail fait, on a quelque chose de très valable. Que pour le coup, quand moi je parle de mon expérience personnelle, mais quand moi je suis passé justement de Tiro à Eclipse, j'ai été un peu confronté à ce souci-là. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est très simple et très rapide en fait d'alimenter un nouveau dictionnaire et de rentrer des nouveaux mots même au cours d'une réunion. Et j'ai fait beaucoup de réunions chez des nouveaux clients où j'arrivais sans avoir eu le temps en fait de faire un dictionnaire client. Donc j'avais rentré aucun mot du client, enfin aucun nom propre, rien du tout en fait. Donc j'arrivais juste avec mon dictionnaire principal. Et bon, j'arrive quand même une demi-heure avant le début de la réunion, histoire de pouvoir m'installer, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, juste quelques minutes avant le début de la réunion, que j'alimente mon dictionnaire. Et j'alimente encore un petit peu au fur et à mesure, mais c'est déjà très convenable. Oui, Et avec la possibilité de corriger aussi rapidement, comme on a vu tout à l'heure avec et les en fait, raccourcis clavier, voilà, c'est vrai que... il y a quelque chose que je dois mentionner, c'est que Mhm. on a ce qu'on appelle traduction magique. Et ça, je dois quand même expliquer un petit peu parce que ça permet à notre système de comprendre. Je crois que j'ai quand même un petit vidéo didacticiel qui sera utilisable. Notre système est pourvu de plus de 350 vidéos didacticiels qui sont très courts. Évidemment, ils sont presque tous en anglais, mais ils vont de démarche en démarche. Donc, même si on ne peut pas comprendre l'anglais, assez souvent, on peut comprendre parce que c'est expliqué de pas en pas. Mais il y a quand même un groupe en français et un de ces vidéos didacticiels. Si vous écrivez de la même façon plusieurs mots, je crois que celui-ci montre peut-être. Ah voilà. Alors ici, conséquence n'est pas bien écrit. Et Mhm. dans un autre système, ça n'aurait pas été compris, sauf si cette entrée existait déjà dans le dictionnaire. Ici, on a pu comprendre parce on a cette fonctionnalité qu'on appelle traduction magique. C'est une fonctionnalité brevetée qui permet à notre système de
comparer ce que vous avez écrit à une table phonétique, mais en plus de comparer à votre dictionnaire pour voir est-ce que c'est presque quelque chose dans votre dictionnaire, mais il y a soit des touches qui ont été effleurées, des touches qui ont été ajoutées, ou bien des touches qui ont été omises. Et donc, c'est dans une couleur spéciale qui indique qu'on n'est pas sûr, mais quand même, la grosse majorité du temps, ce que le système devine est correct. Et en fait, conséquence, vous voyez peut-être que c'est mis au pluriel. Dans le dictionnaire, conséquence, si ça aurait été écrit correctement, ça aurait été au singulier. Et même pour ce mot qui est deviné, le système ajoute la terminaison qui est nécessaire grammaticalement. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est ne pas avoir des fonctionnalités qui sont séparées les uns des autres, mais de faire de sorte que toutes nos fonctionnalités peuvent travailler ensemble. Donc, deviner quelque chose qui était une faute de frappe, on le fait. En plus, ajouter la terminaison grammaticale, on le fait. Donc, on veut que toutes nos fonctionnalités puissent travailler ensemble pour que le logiciel soit le plus performant possible. Et donc, la raison pour laquelle j'ai voulu mentionner cela, c'est que même si le dictionnaire que tu construis ne contient pas toutes les possibilités de faire des fautes de frappe, assez souvent, ça va sortir correctement. Donc, avec un petit dictionnaire avec Eclipse, c'est très performant. En prenant le petit exemple que j'ai donné auparavant de données, ce même entrée, c'est l'équivalent de 8 autres d'entrées dans un autre système. Ouais. Oui, donc rien que par ça, ça évite de rentrer beaucoup de mots, quoi. Oui, et en plus, il faut dire que donner, si ces deux frappes auraient été ratées, disons que au lieu de d'écrire D-O-N-E, c'était peut-être D-O-U-N-E. Donc, il y avait un effleurement. Il est très possible que ça aussi, ça sortirait correctement. Bien que, oui, parce que donner, ça... pas dans le dictionnaire. C'est une fonctionnalité qui est, à mon avis, précieuse. Et alors, j'en profite parce que je vois là dans l'exemple qui s'affiche qu'on a des nombres. Alors ça, c'est un petit peu notre bête noire aux sténotypistes et avec les logiciels de transcription, on a toujours des problèmes avec l'affichage des nombres, des chiffres. En général, c'est compliqué. Oui. Déjà, à taper, c'est compliqué quand on les entend, quand on entend 46 777. Oui. C'est déjà sportif. En fait, ce que je vais faire pour illustrer, je crois que j'avais un assez bon exemple dans ce petit vidéo didacticiel qui voulait donner un aperçu du système. Donc, où est-il? Alors, ici, c'est moi qui tapais très, très lentement au clavier Grandjean. Donc, j'ai dû quand même éditer pas mal pour que ça soit fluide, mais c'est moi qui ne suis pas sténotypiste de formation Grandjean, mais je comprends assez bien maintenant pour que j'ai pu donner cet exemple. Donc, je vais quand même laisser dérouler, les réseaux intelligemment et permettre une resélection facile avec apprentissage automatique, ce qui allège la phase de correction. Alors, ce que tu as vu, c'était quand j'étais en train de taper, donc 40 millions 62 003 euros. Et quand j'écris le point, le système dit ah, je comprends. Donc il a fait le formatage du chiffre, des chiffres. En plus, il a changé le mot euro au sigle euro. Et tout ça se fait automatiquement. Donc, si on a des bonnes entrées dans le dictionnaire, ça permet le système de comprendre le sens du nombre qui a été écrit. J'espère que c'est ton expérience personnelle, mais je sais que les nombres, ils sont difficiles pour nous, les anglophones aussi. Ah oui? Vraiment, on n'a qu'une seule chance pour les écrire. Si on fait une faute, on ne peut pas comprendre le nombre assez souvent. Les autres mots, si on fait une faute de frappe, on peut quand même suivre le sens. On peut assez facilement dire ah, j'ai fait une faute, j'ai mis son S-O-N-T, ça aurait dû être S-O-N, mais
je comprends, je peux faire la correction assez rapidement. Mais si on rate un nombre qui se dit, on doit vraiment écouter le son pour voir en fait quel était le nombre. Est-ce que j'ai fait une faute ou non? Et alors, ça c'est pareil, ça m'amène à un autre point que je voulais présenter sur Eclipse. Oui. C'est la synchronisation du son et de la frappe, puisque ça, c'est vrai que moi, c'est vraiment une fonctionnalité que j'ai adorée sur ce logiciel. Mais voilà, par exemple, généralement en réunion, quand je sais que je vais avoir un trou à un endroit parce que je vais avoir plusieurs personnes qui vont parler en même temps ou que je vais mal comprendre un mot ou autre, je me tape une étoile et ensuite quand je relis, en fait, je sais, ah là il y a une étoile, là il y a un trou. Donc c'est vrai que du coup je peux réécouter le son. Alors je te laisse en parler du coup de l'audio synchronisé. Oui, en fait, je vais laisser dérouler un petit peu cette vidéo didacticielle parce qu'en fait il y a un exemple sonore. Donc, et on peut parler après, mais ça ne dure que quelques secondes. Au texte, enregistrer audio et cocher. Je nomme le fichier et le bouton OK lance non seulement la traduction, mais aussi l'enregistrement audio. Déplacer le curseur à l'endroit voulu et utiliser les commandes qui se trouvent dans le menu Outils multimédia. Avant de donner la parole au conseil, en utilisant le panneau de commandes, on a la possibilité d'accélérer ou surtout ralentir la lecture. Je vous rappelle que bien que ceci ne soit pas un tribunal de l'État. Alors ça, c'était assez rapide, je sais, mais l'idée centrale, c'est ceci. Quand on lance la transcription, ce que nous appelons plutôt traduction, c'est la même chose. Quand on est en train de d'écrire au clavier des sténotypies, le texte est mis dans le document et en même temps, c'est synchronisé avec la bande sonore. Donc, quand il faut écouter à un endroit spécifique, on pose le curseur là où on veut écouter, on utilise la commande et le système trouve immédiatement le son qui correspond. Et on peut même ralentir si c'est nécessaire. Alors ça, je l'utilise tout le temps. C'est une des fonctionnalités que je préfère dans le système. Et c'est vrai que c'est un énorme gain de temps parce que s'il fallait repérer l'endroit spécifique avec un petit enregistreur digital numérique, le temps qu'on perdrait. Hein. Ouais, c'est sûr. Alors, j'espère que c'était assez clair au point de vue d'explication comment ça fonctionne. Oui. Bah, en tout cas, si les personnes qui nous écoutent ont encore des questions complémentaires, qu'elles n'hésitent pas à écrire en dessous dans les commentaires de la vidéo. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques particulières, n'hésitez pas et j'y répondrai dès que possible. Ça nous fait une bonne transition pour venir sur la dernière partie de notre vidéo. Donc on va parler un petit peu des fonctionnalités poussées, on va dire, parce que là on a vu quand même bien dans le détail comment fonctionne le logiciel avec les dictionnaires, avec le fonctionnement du système de transcription, donc l'apprentissage automatique. On n'a pas trop parlé des hyperkeys, mais si on peut en dire quelques mots rapidement. Oui. OK, donc je vais montrer rapidement le tableau, donc la carte hyperkeys. Donc ça, c'est un tableau qui nous présente toutes les hyperkeys, donc c'est des touches raccourcies clavier, c'est ça? Exactement. Donc chacune de ces touches fait quelque chose. Si je peux laisser dérouler un petit peu cette petite vidéo didacticielle, tu vas voir qu'il y a quand même des exemples assez, je crois, assez clairs du gain de temps que représente hyperkeys. Commande. Afin de transformer au pluriel, on utilise le S tout seul, ou bien, dans le cas d'un verbe, le P majuscule. Alors, tac, 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 et ça a été rapidement changé. Donc, j'utilise le S pour ajouter le S pour changer il singulier au il pluriel. Et tout de suite, le système a mis le curseur sur le mot suivant. Donc, j'ai pas même eu à déplacer le curseur. Et quand j'étais au début de chercher, maj P a changé la fin du mot
et a mis le curseur au mot suivant. De nouveau, j'ai utilisé le petit S. Il a ajouté le X pour changer au singulier, au pluriel. De nouveau, X pour changer C'est-à-dire qu'il ne met pas juste un S bêtement à la fin à la fin d'un Exactement. mot, en fait, comme sur le il, il met un S, mais AU, voilà. Donc, il comprend qu'il faut mettre un X quand Oui, c'est dans exactement. le pluriel. Quand on ajoute après un suffixe, on essaye de regarder est-ce que ça va vraiment créer le mot correctement épelé avec l'orthographe correcte. Oui. Et évidemment, ça représente un énorme gain de temps. Hein. Donc, l'édition rapide, ça a été toujours quelque chose avec lequel on était obsédé. Et cette carte HyperKeys que j'ai montrée, en effet, on a presque la même chose en anglais, pas tout à fait, mais ça a été quand même adapté aux besoins des francophones. Donc, c'est vraiment adapté aux changements qui sont les plus souvent nécessaires. D'accord. Une question personnelle, Julien. Quand tu as fait la transition de Tiro à Eclipse, est-ce que les HyperKeys étaient quelque chose que tu as appris assez naturellement, assez rapidement? Évidemment, il y a énormément de raccourcis qui sont disponibles dans ce tableau. Est-ce que tu as essayé d'avaler toute cette fonctionnalité immédiatement ou est-ce que c'est plutôt peu à peu que tu as découvert des Pour moi, astuces? ça s'est fait plutôt peu à peu, puisque c'est vrai que au tout début, quand j'ai vu ce tableau, je me suis dit waouh, il y a des raccourcis de partout. Mais c'est bien les raccourcis, puisque c'est ce qui permet de gagner en productivité. Mais la productivité, elle s'acquiert au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'on utilise un nouveau logiciel. Il faut déjà comprendre comment il fonctionne, commencer à utiliser des petits raccourcis simples comme voilà, mettre au pluriel, mettre une majuscule en une touche. Enfin, ça, c'est vraiment des petites choses qu'on utilise un petit peu tout le temps. Et après, au fur et à mesure, en fait, c'est vrai que même encore aujourd'hui, j'en découvre encore des nouveaux. De temps en temps, on échange avec d'autres Oui, sténos qui disent ah mais tu connais pas oui, cette exactement. HyperKeys Et en fait, pour essayer d'introduire toutes les possibilités des HyperKeys dans cette petite collection de 15 ou 16 vidéos didacticielles que j'ai déjà montrées, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ces petites vidéos didacticielles qui explorent diverses parties du système de HyperKeys. Il faut dire que toutes ces vidéos didacticielles sont courtes quand même. Donc, normalement, j'essaie de les limiter entre 3 et 5 minutes. Je ne veux pas que quelqu'un se dise, oh, ben, j'ai pas une demi-heure pour voir un de ces vidéos. Ouais. Donc, j'essaie de les garder très courts. Donc, ils sont assez focalisés, les vidéos de ce groupe-là. Mais il y a quand même 5 ou 6 qui montrent comment tirer l'avantage de ces systèmes de HyperKeys. Ok, bon, en tout cas, ça montre qu'il y a de la marge derrière de progression. Je veux dire, pour moi, tu vois, qui travaille déjà depuis quelques années avec, je sais que je pourrais encore gagner en rapidité, en efficacité surtout, en poussant un petit peu, par exemple, sur les HyperKeys ou sur d'autres fonctionnalités. Et justement, ça nous amène donc à notre dernier point, ça va être les fonctionnalités un petit peu poussées d'Eclipse. Bon, au final, on en a vu quand même pas mal. Mais il y en a une que moi j'ai trouvé vraiment dingue et encore plus valable aujourd'hui en période de confinement, etc., où on a de plus en plus travaillé à distance. C'est la connexion magique. Automagique, voilà, c'était les propositions automatiques qui apparaissent sur le côté. Mais la connexion magique, c'est le fait de pouvoir éditer à plusieurs sur un même document. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis chez moi ou même en réunion en fait chez des clients et j'ai la possibilité donc d'enregistrer le son avec Eclipse, donc d'avoir la synchronisation du son et de la frappe et aussi de pouvoir envoyer ce son et cette prise à quelqu'un qui va relire en temps réel et qui va corriger mon texte et qui pourra en plus jouer sur mon dictionnaire, ajouter des nouveaux mots, corriger, faire de la voilà. Donc, quand je suis en train de lancer une transcription, j'ai une case ici que je peux cocher. Partager document avec connexion magique. Si j'utilise cette option-là, ce qu'il fait,
en fait, je vais sortir de ce document-là parce que c'est non seulement valable pour le temps réel, mais même après. Alors, disons que après la réunion, ils m'ont dit, il nous faut absolument le compte rendu demain matin. Et je sais, ça, je ne peux pas le faire tout seul. Ce que je pourrais faire, c'est ceci. Ouvrir mon document et dans le menu outils, connexion magique, je pourrais dire, je veux partager ce document. Et je donne un mot de passe. OK. À ce moment-là, je pourrais dire à Julien, hé, Julien, va dans ton logiciel Eclipse, connexion magique, éditer un document partagé et tu vas voir que dans tel ou tel groupe, il y a un document que j'ai fait disponible et à ce moment-là, Julien pourrait éditer le document en même temps. Évidemment, ça peut se faire en temps réel, mais c'est pas limité au temps réel. Je crois que toi, tu as plutôt utilisé ce système en temps réel, peut-être pas après. Qu'est-ce que tu as fait, Julien? C'était plutôt en temps réel. Oui, moi c'était plutôt du temps réel, c'est-à-dire que je suis en train de taper, le texte s'affiche au fur et à mesure et je suis avec une collègue qui corrige tout de suite derrière. Oui. Comme ça, Alors, ça nous permet de gagner énormément de temps en remise en bon français, etc. Oui, dans cet exemple-là, il y a Marie qui est en train de taper et elle est en France et moi, je suis aux États-Unis en train de corriger ce qu'elle a écrit. Donc, évidemment, pour ça, il faut l'Internet. Mais de toute façon, c'est pour dire que c'est possible. Et donc, quand l'assistant fait un changement, c'est rapidement visible sur l'écran du sténotypiste. Et même plusieurs personnes peuvent travailler dans le même document. Donc, ça nous arrive d'avoir une sténotypiste ou un sténotypiste, une deuxième personne qui joue le rôle de balayeur, c'est-à-dire qui corrige les plus grosses fautes assez près de la fin du texte. Une troisième personne qui corrige le texte à une distance, une certaine distance, donc qui fait une correction plus soucieuse. Et une quatrième personne qui est encore derrière et qui fait la relecture pour qu'on a la possibilité de travailler en équipe comme ça, une équipe de, disons, 4 personnes, de sortir un document définitif avec très peu de délai en temps réel. Un des avantages aussi de ce système de connexion magique, c'est que lorsqu'un assistant corrige ton texte, le texte qui est visible sur les écrans des clients, même des clients à distance, est lui aussi corrigé. Donc, la sortie brute n'est pas en fait la sortie finale. Ce que les clients vont voir s'ils utilisent notre logiciel de bridge, par exemple, le texte qu'ils vont voir, c'est non seulement le texte initial, la traduction brute, mais s'il y a des corrections, disons par exemple, si ça aurait dû être nous sommes parvenus avec ES à la fin. Et si j'étais en train de transmettre en français, une correction est faite ici, aurait été aussi fait sur les écrans des clients. Donc, c'est quand même, c'est bon. Hein? Ça donne un texte qui est beaucoup plus lisible. Parce que le texte initial, il peut contenir des fautes quand même. Ils vont à telle vitesse que c'est naturel qu'il y ait des fautes. Ouais. Ok, et du coup, ouais, je pense que c'était pas mal intéressant de discuter de ça, connexion magique, puisque, comme je disais tout à l'heure, de plus en plus, ça va être utilisé à travailler en équipe et à avoir des rendus plus rapides possibles. Et du coup, donc on a vu la traduction Google Trad en temps réel, on a vu les raccourcis. Alors, il y a beaucoup de personnalisation possible aussi. Dans ce que j'avais moi noté d'Eclipse, on peut un petit peu changer les boutons de place, on peut vraiment l'adapter comme on veut. Et je voulais que tu nous parles un petit peu des fonctionnalités à venir. Est-ce que on peut avoir, je sais pas, des infos en avant-première sur quoi vous travaillez pour les versions à venir? Oui, en fait, ce qui est en train de se développer est
sans doute, ça va tarder un peu pour le français parce que les besoins de chaque langue sont différents. Mais ce qu'on est en train de développer sur notre version 10, que j'ai montré ici aujourd'hui, c'était la version 9. Mais dans la version 10, on a une fonctionnalité qui s'appelle Boost. Est-ce que ça existe en français, Boost ou booster? Ça veut dire soutenir quelqu'un, l'aider. Donc, ici, Audio AI Boost is. Alors, évidemment, c'est une visualiseur en anglais. Si on utilise cette fonctionnalité nouvelle, il faut absolument un bon enregistrement audio, très clair. En plus, il faut l'Internet. Alors, Eclipse utilise Google Speech, qui fait de la reconnaissance vocale automatique, et il compare les suggestions de Google Speech avec la sortie qui serait donnée par le sténotypiste ou la sténotypiste. Et surtout, quand je laisse tomber des mots, ou quand il y a un nom nouveau que je connais pas, je reconnais même pas, il peut quand même voir si Google Speech a compris et insérer. Donc, évidemment, ici, ce sera en anglais, mais ce que vous allez voir à fond jaune, ce sont des insertions qui ont été pris des suggestions de Google Speech, avec beaucoup de finesse en disant est-ce qu'il faut quand même se fier plutôt à la sténotypie ou est-ce que la sténotypie était quand même fautive et que c'est plus probable que le texte que nous offre Google Speech est plus fiable. Donc, sans doute, le texte sera en anglais ici, mais vous allez plus voir quand même un petit peu de cette nouvelle fonctionnalité en action. Or you write individual words that have not yet been info and anything. Voilà. When we started the deposition, I typically like to get a background on someone, where they're from, where they went to high school, all of that stuff, just to, lay a groundwork. And I didn't do that this time because we just kind of jumped into things. But where did you grow up? I grew up in Tishomingo, Oklahoma. What is it again? Tishomingo, Oklahoma. Okay, and did you go to high school in Tishomingo? Yes, sir. Two things here. OK. Alors, ce que vous voyez ici avec fond jaune, ce sont des mots que je n'ai pas écrits. Alors, ça va très vite quand même, je tiens à préciser. Oui, et pour moi aussi, c'était assez rapide. Donc, j'ai laissé tomber. Et c'est Google Speech qui a entendu et il a proposé d'insérer ces mots-là. Donc, l'insertion du texte a été acceptée. Et je vais continuer un petit peu plus parce que quand le nom Tishomingo était dit, vraiment, je n'ai pas compris, pas du tout. Ah oui, c'est le nom de la ville en fait. C'est le nom de la ville et je ne l'ai pas écrit. Donc ici, Tishomingo, qui est tout en jaune, là, j'ai laissé tomber. Franchement, quand je l'ai entendu ça, j'étais stupéfié. Je ne savais, c'était quoi ça? Donc j'ai laissé tomber et Google Speech connaissait qu'il y avait, savait qu'il y avait cette ville-là dans l'État de Oklahoma. Il a inséré ce mot-là entier. Et plus loin, la deuxième et troisième phrase que j'ai entendu Tishomingo, j'ai essayé de l'écrire, mais évidemment, ce n'était pas dans mon dictionnaire. Donc, le système a gardé les lettres qui étaient possibles de garder et il a inséré les autres pour que ce nom-là apparaisse correctement. Alors, évidemment, ça, c'est l'exploitation de la reconnaissance vocale automatique, non pas pour remplacer le sténotypiste ou la sténotypiste, mais pour l'aider. Il faut la sténotypie ou il faut la reconnaissance vocale d'un être humain comme point de départ. Sans le texte, le système, ça ne marche pas. Donc, c'est pas pour
et c'est pas pour créer du texte à partir de rien. C'est pour raffiner le texte et pour offrir des corrections au moment que la sténotypie est fautive ou on n'a pas compris, on n'a pas bien entendu. De temps en temps, ça va faire des fautes, évidemment. Mais mon expérience personnelle, au cours d'une année d'essais et d'exploration, de développement, c'est que ça marche pas mal. C'est vraiment, je trouve que ça m'aide. Donc, d'abord, évidemment, il fallait que ça marche correctement en anglais. Ensuite, on va essayer de l'adapter au français. Et pour cela, Julien, je te préviens, je vais compter sur toi parce qu'il va falloir que tu m'envoies des fichiers sonores du français que je peux étudier et pour voir si en fait cette technologie peut s'adapter au français. Évidemment, le français est beaucoup plus compliqué au point de vue de homophone, au point de vue de choses qui peuvent ne pas se bien comprendre. Donc, sans doute, le travail qu'on a fait pour l'anglais, il va falloir faire un travail analogue, mais pas tout à fait le même travail pour le français. Mais j'espère que cette nouvelle fonctionnalité va pouvoir être offerte aux francophones dans un temps assez proche. En tout cas, je préviens, ce ne sera pas pour demain ou pour le mois suivant. Mais... Il y a encore un peu de travail. Mais c'est intéressant de savoir sur quoi vous travaillez pour aussi se projeter. Tu vois, parce qu'un logiciel de transcription, on essaie de se projeter quand même sur plusieurs années de travail, voilà, de dictionnaire. Enfin, on évolue avec, il évolue aussi en même temps que nous. Enfin, je veux dire, le métier de sténotypiste par nature, je trouve, est sans arrêt en évolution puisqu'il y a tout le temps des nouveaux mots, tout le temps des nouvelles choses auxquelles on est confronté. Et c'est vrai que moi, je trouve cette fonctionnalité-là intéressante dans le sens où effectivement ça vient pas voler notre travail entre guillemets, ça vient vraiment compléter et surtout je pense que le logiciel pourra encore mieux faire des propositions de mots justes puisqu'il aura deux entrées à comparer et à se dire ok c'est effectivement ce mot qui doit sortir et ça pour le coup je trouve ça vraiment intéressant donc pas de problème hein, j'ai bien entendu l'invitation à tester les et produits en avance. Ceci a toujours été une marque très importante de notre logiciel. Notre société, le produit s'appelle Eclipse. La société qui le gère et qui le soutient tout ça s'appelle Advantage Software. Advantage Software a été fondé en 1987 par un couple de sténotypistes. Et ça reste une société privée, hein, c'est-à-dire que on n'a pas à répondre aux désirs des actionnaires. Nous, on existe uniquement pour servir nos clients, nos sténotypistes. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle on a évolué notre logiciel sans cesse. D'autres produits, d'autres compagnies, ils ont tendance à dire, avant d'ajouter une fonctionnalité, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Donc, il faut une étude de gains comparé au prix de développement. Pour nous, ça n'a jamais été le cas. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui existent en Eclipse simplement parce qu'il y a une ou deux personnes qui a dit ce serait une bonne idée, pourquoi pas? Et on a aussi l'avantage d'avoir le même programmateur depuis plus de 30 ans. Donc, le programmateur dès l'origine, c'est le programmateur maintenant. Et il parle de cela comme sa vocation. Et ça fait plus de 30 ans qu'il travaille dessus. Et pour lui, c'est pas un boulot, c'est vraiment une passion. Le fait qu'il a cette attitude, le fait que les propriétaires de la société ont cette attitude, je crois que c'est ça qui explique un peu la réponse que vous voyez quand vous demandez quelque chose, la réponse assez souvent c'est ça va peut-être prendre un petit peu de temps, ben on va travailler dessus au lieu de dire on n'est pas sûr si ça va nous rapporter assez d'argent pour justifier le travail que ça va demander.
C'est une attitude que moi, en tant qu'utilisateur d'Eclipse, parce que je l'utilise moi-même pour mon travail depuis presque 30 ans, c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, cette attitude du programmateur avec qui je parle presque tous les jours en travaillant ensemble, mais aussi des patrons de la boîte. Oui. D'accord. Et en tout cas, oui, pour aller dans ton sens, c'est vrai que moi, pour travailler voilà, avec Eclipse, comme je disais, depuis à peu près 4 ans, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de nouvelles versions en fait arriver au fur et à mesure qu'on te demandait directement des modifications, des ajouts, des choses. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super intéressant de pouvoir échanger avec ceux qui font le logiciel et qui s'adaptent en fait vraiment à notre réalité terrain. Je trouve ça super important. Et en tout cas, merci beaucoup, Kiss, hein, pour. C'était un plaisir, Julien. J'ai une dernière question. Est-ce que il y a un endroit où on peut te joindre, un site internet peut-être à visiter, une adresse mail, je sais pas. Voilà mon site personnel de l'Internet. Et pour les francophones, ici, il y a page en français. Donc, si les gens veulent voir un petit peu plus les petites vidéos didacticielles que j'ai montrées, ils y sont tous. Hein? Je préviens que pour certains, ça ne va pas marcher sur certaines versions de Internet Explorer, je sais pas. Donc, de toute façon, voilà les vidéos didacticielles qui expliquent les grosses fonctionnalités de notre logiciel. Ici, pour aller plus loin, du coup. Oui, vous avez sous cette belle photo qui me montre en tant que jeune homme il y a 20 ans déjà. En dessous, vous avez email. Donc, si vous cliquez dessus, ça va vous donner mon adresse mail pour me contacter. Si les personnes veulent me contacter pour poser des questions, je suppose que mail, c'est plus facile. Mais je réponds aux questions. Ça marche. Donc, le site, c'est kvincent.com. Ok, super. Et puis, comme je disais tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas aussi, si vous avez des commentaires ou des questions, à les poser juste en dessous de la vidéo. En tout cas, merci encore, Kiss, et bonne continuation à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.